Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Élèves, maintenant, il est important de savoir où les volcans sont beaucoup plus fréquents à travers le monde pour pouvoir éventuellement éviter d'habiter là-bas. Ou si vous habitez là-bas, de prendre souvent vos dispositions et de s'attendre à tout moment à ce qu'il y ait ce qu'on appelle une éruption volcanique. C'est bon? Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des zones qu'on va appeler des zones sismiques ou bien qu'on va appeler des zones actives et des zones inactives. Et là, c'est une leçon également, c'est une partie de la leçon de la classe de 3e sur la tectonique des plaques. Parce que en réalité, pour globalement répartir les catégories de plaques, les différents types de plaques, il faut s'attendre simplement, il faut se baser simplement au niveau de la limite des plaques. Est-ce que les limites des plaques sont caractérisées par une zone d'activité intense du séisme, mais également du volcan? C'est bon? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les volcans sont répartis au niveau de la limite des plaques. Ils sont beaucoup plus fréquents au niveau de la limite des plaques. Ces plaques lithosphériques sont caractérisées par une activité sismique et volcanique relativement faible. Par contre, la limite de ces plaques est caractérisée par une activité sismique et volcanique très intense. Globalement, vous allez rencontrer plus, si ici par exemple j'ai une plaque lithosphérique, ici aussi une plaque lithosphérique, cette zone-là, elle va être appelée la frontière entre les plaques. Cette zone-là, on va l'appeler frontière entre les plaques. Et la frontière entre les plaques est caractérisée par une zone d'activité sismique et d'activité volcanique très intense. Donc, voici un endroit où vous pouvez le plus fréquemment voir l'avènement du volcan. C'est bon? Mais ce n'est pas ici seulement. Vous avez aussi des endroits qui sont connus comme étant des endroits en réalité où l'activité volcanique est très intense, c'est-à-dire vous rencontrez le plus souvent le volcan. C'est au niveau de l'océan Pacifique. Autour de l'océan Pacifique. D'ailleurs, l'océan Pacifique, on l'appelle aussi la zone de la ceinture de feu. La ceinture de feu. L'activité volcanique est si intense à cet endroit qu'on l'a appelé ceinture de feu. Ça veut dire que autour de l'océan Pacifique, les volcans sont très fréquents à cet endroit. Mais également au niveau des chaînes de montagne. Au niveau des chaînes de montagne, vous pouvez avoir l'avènement du volcan. Au niveau des chaînes de montagne. Au niveau des chaînes de montagne. Mais également au niveau des zones appelées rides médio-océaniques. Les rides, la zone appelée rides médio-océaniques. Médio-océanique. Ça, c'est des endroits très actifs du point de vue du volcan. Ça veut dire que ces zones-là, la zone des limites de plaques, la zone des chaînes de montagne, la zone de l'océan Pacifique, encore appelée ceinture de feu, mais également au niveau des rides médio-océaniques qui sont des reliefs sous-marines, vous avez une probabilité d'avènement en réalité volcanique très élevée à ces endroits-là. Donc ce sont ces endroits où le volcan est le plus fréquent. C'est bon? Donc nous allons passer maintenant au grand 5 qui concerne les intérêts et les conséquences du volcanisme. Donc, comme je l'avais dit, nous allons voir les intérêts et les inconvénients ou bien les conséquences. Vous pouvez ici remplacer par conséquences si vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez remplacer ici par les conséquences du volcanisme. Les intérêts et les conséquences ou bien les avantages et les inconvénients du volcanisme. Et nous allons démarrer par les intérêts. À ce niveau-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, en ce qui concerne le paysage géologique,
il va évoluer. Le paysage, on va avoir ici une évolution du paysage. Une évolution du paysage. Vous savez que quand l'éruption volcanique a lieu, il va y avoir une coulée de lave qui va s'écouler. Une fois que cette coulée de lave s'écoule, elle va en réalité cristalliser et former en réalité former un petit relief sur le paysage. Donc ça, c'est une évolution du paysage. Mais à côté de ça, il y a un autre facteur beaucoup plus important qui est la fertilisation des sols. La fertilisation, car les produits dégagés lors de l'éruption volcanique, il y a des produits qui vont jouer un rôle très important dans la fertilisation des sols. Et quand les sols sont fertiles, vous savez ce qui va se passer, notamment dans l'agriculture. Le rendement de l'agriculture va être beaucoup plus important, mais également la flore, elle va beaucoup plus s'épanouir, elle va pousser. Ça va favoriser une végétation plus ou moins dense. C'est bon? Mais il y a aussi le fait qu'il y a une catégorie d'eau qui va s'écouler, qu'on va appeler l'eau thermale. L'eau thermale. Cette eau thermale-là, elle s'écoule lors de l'éruption et cette eau thermale-là, elle est très importante pour la biodiversité qui, en réalité, se trouve au niveau de l'endroit où le volcan a lieu. Voilà. Donc, c'est cet avantage-là, plus ou moins, que produit le volcan. Parce que cette eau thermale-là, elle a des propriétés qui sont en relation avec elle a des propriétés curatives, on va dire. Donc, curatives. Donc, plus ou moins, c'est ça. Il y a une évolution du paysage. Le paysage ne va plus rester le même parce qu'il y aura un relief nouveau qui va apparaître. Et là, c'est très beau à voir parce que si vous êtes à Dakar et que vous avez la possibilité d'aller au niveau du monument de la Renaissance et au niveau de la phare des mamelles, vous allez voir que là, ces deux mamelles-là, elles sont là-bas, elles sont localisées à ce niveau-là, elles sont en réalité, elles participent aujourd'hui à la beauté de Dakar. C'est l'une des cartes postales de Dakar aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que le monument de la Renaissance a été implanté à ce niveau-là. Ce n'est pas pour rien que la phare là également a été localisée à ce niveau. Vous voyez que ça fait, c'est un des endroits touristiques du Sénégal, de Dakar, on va dire. Aujourd'hui, rares sont des touristes qui vont venir à Dakar et qui ne vont pas aller visiter en réalité soit le monument de la Renaissance, soit le relief qui est le relief sur lequel repose le monument de la Renaissance. Donc, c'est une évolution du paysage. À côté, vous avez la fertilisation des sols, et quand les sols sont fertiles, c'est l'agriculture qui va en bénéficier, mais également la végétation pour, en réalité, les amis de la nature. À côté de ça, il y a l'écoulement de l'eau thermale, dont la température est relativement supérieure à 30 degrés, et que cette eau-là, elle est très importante dans, en réalité, la médecine. Voilà, chers élèves, maintenant, les conséquences ou dangers du volcanisme. La première conséquence, d'abord, c'est lié au fait que lors d'une éruption volcanique explosive notamment, il est possible d'avoir en réalité des pertes en vies humaines. Donc vous pouvez avoir des pertes en vies humaines. Oui, il peut y avoir des morts. Quand une grosse boule, une grosse pierre s'écoule ou bien est projetée en altitude et que lors de la retombée de cette grande roche-là se coupe sur un individu ou bien sur des individus, ces individus-là vont mourir. Je vous ai dit qu'il est possible d'avoir une explosion qui va rejeter des produits avec des pierres si importantes qui peuvent atteindre la taille de la salle ou bien d'un camion. Vous imaginez que si cette roche-là s'abat sur un individu, vous pensez que cet individu va être en vie? Non. En réalité, vous avez des pertes en vie humaine. Mais également, les produits gazeux. Les produits gazeux qui sont émis peuvent être à l'origine de maladies très graves. Avec la pollution, ils vont polluer l'environnement. Ces gaz qu'on avait cités tout à l'heure, c'est des polluants. C'est des gaz également à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone. Il est très dangereux pour la santé. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'on appelle la détérioration de l'environnement. Détérioration de l'environnement.
il y a la détérioration de l'environnement. Vous voyez? Donc tout ça, c'est des dangers plus ou moins très importants qui ont lieu pendant, en réalité, une éruption volcanique. Donc vous avez ces dégâts-là. Vous avez des dégâts matériels, vous avez des pertes en vies humaines, vous avez des maladies qui peuvent survenir, mais également vous avez l'environnement et le paysage qui vont être carrément affectés avec l'avènement d'une éruption volcanique. Voilà, c'est la dernière partie de la leçon, la protection des populations contre les volcans. Et cette protection passe à travers deux processus. Premièrement, c'est la prévention. La prévention. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois qu'en réalité, que les scientifiques, que les appareils des scientifiques détectent l'avènement ou bien les éléments précurseurs ici, comme nous l'avions dit, une fois que les scientifiques-là détectent les signes précurseurs d'une éruption volcanique, il faut prendre les devants à ce niveau-là. Il faut prendre les devants pour pouvoir protéger l'humanité, pour pouvoir protéger l'environnement, mais également pour pouvoir protéger la faune et la flore. C'est bon? Donc, c'est à travers ici la prévention. Donc, une fois que les appareils détectent les signes précurseurs, les autorités doivent prendre les devants afin que, une fois que l'éruption a lieu, que les populations ne soient pas affectées. Donc, ça, c'est le premier moyen qu'il faut déployer. Mais également, il y a ce qu'on appelle la prévision. Il faut prévoir aussi. Ça passe également à travers la prévision. Et là, c'est des études qui peuvent être menées par les volcanologues pour essayer de prévoir l'avènement d'un volcan. Une fois que la prévision est faite, il faut prendre aussi les mesures très nécessaires en vue de protéger les populations une fois que les éruptions volcaniques ont lieu. Donc, pour protéger les populations, il faut d'abord, en réalité, faire ce qu'on appelle une sensibilisation à travers la prévention, faire ce qu'on appelle des constructions anti-digues pour, en réalité, les laves. Une fois que les laves surviennent, qu'elles ne puissent pas, en réalité, s'écouler à des endroits, ou bien à des kilomètres, ou bien à des distances très importantes. Donc, construire des infrastructures qui vont pouvoir barrer cette lave-là. Donc, prévoir également, en réalité, des endroits où il faut déplacer les populations, les sensibiliser, les doter également, les donner des informations nécessaires pour pouvoir, en réalité, pour pouvoir, une fois que l'éruption a lieu, qu'ils puissent savoir comment il faut en réalité se comporter jusqu'à ce que le volcan-là puisse disparaître et ne les nuise pas. Mais également, la prévision, et là, c'est du ressort des scientifiques. C'est eux qui doivent savoir à partir de quelle année pouvons-nous s'attendre à une éruption volcanique. Parce que les signes-là, en fonction de l'intensité des signes, normalement, les scientifiques, les appareils doivent donner une prévision sur l'avènement qui aura lieu. Et une fois que cette date-là est plus ou moins donnée, ils vont pouvoir savoir comment il faut se comporter pour ne pas en réalité avoir des dégâts, des pertes en vies humaines, des dégâts matériels, mais également une dégradation de l'environnement. Donc, chers élèves, c'est la fin de la leçon. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Merci et à très bientôt. Tape www.suividecoloséné